Voilà, nous sommes en ligne, donc la salle virtuelle est ouverte et les personnes peuvent commencer à rentrer, notre public de ce soir. Voilà, et bien, bienvenue à ceux qui sont déjà connectés au Jeudi d'Artege. Alors, pour laisser à chacun le temps de nous rejoindre dans cette salle virtuelle, je vous propose à vous tous qui nous écoutez de voyager un peu ensemble, que chacun nous dise sur la messagerie instantanée que vous devez voir à droite et que je suis la seule à pouvoir consulter, donc c'est normal si vous ne voyez pas les contributions des autres. Eh bien, si chacun peut nous dire d'où il nous écoute ce soir, afin que notre belle France et Navarre ressuscitent un peu dans notre imaginaire. Voilà, si vous voulez nous dire un petit peu où est-ce que vous vous trouvez. D'ailleurs, vous êtes peut-être à l'étranger, hein, eh bien, n'hésitez pas. Alors, j'ai déjà un Parisien qui me dit qu'il est là ce soir. J'ai aussi Compiègne, Bondu, Perpignan. Bondu, je ne vois pas trop dans quelle région c'est. Perpignan, la Bretagne, le Chesnay, Vouvray en Touraine, Nantes, Versailles, Lausanne en Suisse, la Creuse. Vous en parlez dans votre livre, Gabriel, mais je reparlerai tout à l'heure. Brest, Bordeaux, Morzine. Ah, Morzine, ça doit être sous les neiges. Clairac en Lot-et-Garonne, un petit village de l'Oise, Paris-Centre. On passe du petit village à Paris-Centre. Hein, donc, Rouen, Gap dans les Hautes-Alpes, magnifique région aussi. Toulon, le Luberon, Versailles de nouveau, la Celle-Saint-Cloud, Noyant dans le Maine-et-Loire, Blois, Vineuil, Toulouse, à Bondu, c'est à côté de Lille, me précise-t-on. Lille, Bruxelles, Saint-Brieuc, Arras, Saint-Bonnet-la-Rivière, Hyères, Perpignan de nouveau, Valenciennes et Munich. Ah, Munich. On a quand même quelques personnes de Suisse et d'Allemagne, visiblement. Marseille, Saint-Maur-des-Fossés en Île-de-France. Super, je pense que... Oui, là, on va attendre encore un petit peu. Chamalières, Puy-de-Dôme. Là, vous avez Lyon aussi ce soir. Noyon dans l'Oise. Voilà, bon, nous avons... Oui, maintenant, nous avons Namur en Belgique. Donc, les 2/3 des personnes inscrites à peu près sont connectées. Donc, je pense que nous allons pouvoir commencer, d'autant que, de toute façon, le webinaire est enregistré. Donc, pour ceux qui ont raté le début, il sera toujours possible de se rattraper. Donc, voilà, nous allons commencer. Bienvenue officiellement au Jeudi d'Artege. Chaque jeudi à 21h, un auteur Artege vient à notre rencontre pour partager autour d'un thème et peut répondre à vos questions en direct. Nous avons déjà reçu Monseigneur Ray sur l'islam, l'abbé Grosjean sur le thème « Donner sa vie », Mélina et Pascal Oudot sur le sujet éminemment polémique de « Travail et vie de famille, une perspective chrétienne », et Serge Abad Gallardo sur le sujet non moins polémique de « Secret maçonnique et vérité catholique », le docteur Théier sur les expériences de mort imminente, et j'en passe. Donc nous allons bientôt recevoir la semaine prochaine Monseigneur Chauvet sur le silence de Dieu. Où est-il donc passé dans les épreuves que nous traversons? Et la semaine d'après, ce sera le Père Joël Guibert sur le combat spirituel. Tout ce programme est à retrouver dans la rubrique webinaire du site des éditions Artege, dont je vous inscrirai le lien tout à l'heure sur la messagerie instantanée. Le format, c'est toujours le même, 1h30 de webinaire, avec au début 30 minutes d'exposé, puis 1 heure de questions-réponses avec l'auteur. Vous pouvez d'ailleurs dès à présent écrire vos questions sur la messagerie instantanée qui est réglée en mode confidentiel, ce qui signifie, comme je le disais tout à l'heure, que je suis la seule à pouvoir la consulter. Éventuellement, l'auteur le peut aussi, mais souvent il se concentre sur son discours. Et donc, je suis vraiment là pour faire le lien entre vous, public, et l'auteur, et j'en poserai le plus grand nombre donc de ces questions-là à l'intervenant. Donc ce soir, nous sommes avec Gabriel Cluzel. Gabriel Cluzel, bonsoir, merci de passer ce petit bout de soirée avec nous. Merci de m'accueillir. Voilà, vous êtes journaliste, écrivain, éditorialiste sur CNews et dans Famille Chrétienne, rédactrice en chef de Boulevard Voltaire, et vous êtes donc une observatrice avisée de la vie quotidienne des Français. Après un premier livre sur le féminisme, Adieu Simone, les dernières heures du féminisme, vous avez publié en février 2020 cet ouvrage Enracinés, nous sommes tous des héritiers.
Alors, je vous le montre. Je pense que là, voilà, vous le voyez bien. Donc, vous y décrivez une société française que ses élites méprisent de plus en plus, détruisant tout ce qui fait le lien social qui nous assurait, sans regard passéiste, bonheur et tranquillité. Je vais vous laisser la parole sur ce vaste sujet, cette France enracinée, pendant 30 minutes. Et pendant ce temps, je recueillerai les questions que vous tous qui nous écoutez pouvez déjà poser sur la messagerie instantanée. Ensuite, nous aurons donc un échange avec Gabriel. Voilà, c'est à vous. Merci beaucoup, Lucie. Alors, merci à vous d'être là ce soir. Je suis désolée de ne pas vous voir directement, mais c'est ainsi. C'est déjà très bien d'avoir cette possibilité de rencontre virtuelle. Alors, même si on ne sent pas beaucoup le public, fatalement, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Alors, pour parler de mon livre, pour tout vous dire, je voulais initialement l'appeler Vive la bourgeoisie, Banque Blanquette de Veau. Et puis mon éditeur, celui qui me reçoit ce soir via ce webinaire, craignait que l'on perde les libraires et qu'ils finissent par ranger ce bouquin au rayon cuisine. Donc il s'est dit que c'était un petit peu obscur et contre-productif. Mais pourquoi je vous dis cela? Parce que en réalité, cette idée de ce livre m'est venue pendant la campagne présidentielle, parce que cette catégorie sociologique qui est la France blanquette de veau, elle n'est pas de moi, c'est une formule lapidaire et bien trouvée. Il faut rendre à César ce qui est à César. C'est Emmanuel Macron qui l'avait inventé lors de sa campagne électorale à propos de l'ouverture le dimanche. Voilà, il disait, il avait un peu raillé, brocardé cette blanquette de veau en famille des petits bourgeois, des immobiles. Et je me suis dit, mais au fond, c'est vrai que cette bourgeoisie blanquette de veau, c'est la mienne, c'est celle à laquelle j'appartiens. Et finalement, depuis que je suis née, je l'entends brocarder par tous. Voilà, il est convenu qu'on se moque d'elle, ou gentiment ou pas gentiment, qu'on la méprise. Et finalement, c'est d'ailleurs le seul segment de mon population qu'on peut moquer sans dégâts, parce que finalement, il n'y a pas de réaction. Et je me suis demandé si finalement, ce mépris et cette moquerie n'étaient pas à l'origine de nombre de nos soucis, et peut-être à l'origine de notre France fracturée, archipélisée, pour reprendre le mot de Olivier Fourquet, vous savez, ce sociologue qui a écrit l'an dernier un livre qui a rencontré un certain succès et qui s'appelle L'archipel français. Le secret, la blanquette de veau, c'est le plat préféré du commissaire Maigret. La blanquette de veau, ça fleure la France pompidolienne de province, de Louis de Funès aussi, tranquille et prospère. C'est la bourgeoisie blanquette de veau qui habitait les jolies maisons anciennes de centre-ville, aujourd'hui un peu délaissées parce qu'on leur préfère les pavillons neufs en périphérie. Vous savez, on traverse tous ces villes un petit peu désertes que nous, les urbains, alors il y en a certains qui les habitent toute l'année, parmi nos auditeurs, et d'ailleurs du reste ils ont beaucoup de chance, mais on les trouve parfois un petit peu abandonnés, surannés, ces jolies maisons, et c'est vrai qu'aujourd'hui on s'installe plus volontiers dans des pavillons neufs en périphérie avec le barbecue au milieu. Voilà, mais c'était aussi cette bourgeoisie blanquette de veau qui allait dans le petit théâtre Rococo, maintenant fermé la plupart du temps, sauf quand pour faire chic, on y joue une pièce contemporaine parfois un peu inepte, parce que par snobisme, on se dit que c'est bien d'aller programmer, pardonnez-moi, je suis toujours un peu caustique, mais d'aller programmer la queue d'un spectacle d'art contemporain un peu obscur ou abscon qui a eu du succès dans les grandes villes. Alors, voyez, mon souci finalement est toujours un peu le même, parce que avant d'écrire, Lucie l'a évoqué, mon livre Adieu Simone, j'avais fait un petit opus qui s'appelait Méfiez-vous de la France bien élevée. C'était à l'issue de la manif pour tous. Je m'étais dit, tiens, il y a une certaine France qui est capable de se lever et de façon tout à fait posée mais déterminée. Et je m'étais demandé quelle était cette France. Et donc, mon souci, c'est celui de réhabiliter une certaine France bien élevée. Alors, être bien élevé, il y a parfois c'est comme bourgeois, ce sont des mots qui sont sujets à ambiguïté, parce qu'on s'imagine que pour être
bien élevé, il faut savoir manier le couvert à poisson ou savoir faire un plan de table épineux pour placer la reine d'Angleterre, le maréchal et le pape à la même table. C'est pas du tout ça l'idée, c'est pas évidemment pas du tout ça. C'est plutôt être héritier d'une forme aboutie de culture et puis disons-le de civilisation. Alors cette France de mes parents et de mes grands-parents, voilà, qui est injustement décriée, j'avais envie de la réhabiliter. Ces gens qui n'ont jamais commis plus grave infraction que de dépasser le temps imparti par un orodateur, qui essaie d'élever, hein, avec un succès plus ou moins voilà, affirmé, leurs enfants dans le mérite et le travail, et puis qui transmettaient de génération en génération, comme ils pouvaient, parfois maladroitement, un petit joyau de civilisation. C'est en cela que c'est d'où ce sous-titre de Nous sommes tous des héritiers, pétri de charité chrétienne et proprement français. Alors bien sûr, il n'était pas parfait, ce petit joyau de civilisation, comme on dit. Il pouvait même être abîmé, saillant aux angles, dans un écrin démodé. Mais il aurait suffi alors de le débarrasser des scories du temps, de l'enrichir pour en retrouver le sens. Mais comme finalement le font tous les héritiers soucieux de ce que leur ont transmis leurs parents, hein, pour un patrimoine familial, c'est-à-dire qu'on essaie de le poussiérer, de dépoussiérer et puis d'apporter une petite pierre, une autre petite pierre à l'édifice, d'être le chaînon manquant, le chaînon qui relie les générations qui nous a précédés et la génération qui nous succédera, et on ne le jette pas aux ordures. Et on a le sentiment parfois que, alors au moment de mai 68, hein, c'est un petit peu la commodité de langage, sans doute que cela trouve ses sources avant, mais c'est vrai qu'il y a eu un poids de rupture objectif et revendiqué à ce moment-là. Eh bien, on a mis cette France-là au rebut. Or, le secret de la blanquette de veau, eh bien, c'est sa sauce, c'est son liant, c'est le vrai vivre ensemble, hein, pour reprendre un mot à la mode, parce que, évidemment, sans liant, on finit par mourir seul. Et finalement, en étiquetant ces valeurs, un certain nombre de valeurs comme bourgeoises, quand elles étaient en réalité dans un village aussi bien partagé par le paysan que le hobereau, on a fait disparaître le lien social. Donc, on appelait ça des codes. Donc, il fallait casser les codes. C'est toujours une expression tout à fait à la mode. Il faut casser les codes, absolument. Mais en réalité, les codes, c'est comme dans un programme informatique. Hein. C'est quand on n'a plus de code, on n'accède plus à rien. Et donc, il n'y a plus de conventions, il n'y a plus de langage commun. On a décrété que ces conventions étaient hypocrites. Alors, elles pouvaient l'être. C'est vrai qu'il arrive que la forme devienne comment dire, envahissent tout et supplantent le fond. On peut même parfois n'avoir que la forme et avoir un fond fort différent, mais néanmoins, ces codes avaient leur importance, évidemment, et c'était un maillage fort que nos mœurs communes qui unifiait, c'est un référentiel commun hérité des valeurs chrétiennes en réalité, puisque on peut le dire, le christianisme a pétri notre civilisation. Alors, quand on y réfléchit, eh bien, la politesse, les bonnes manières sont enfants de la charité. Ce ne sont pas que des conventions bourgeoises, insensées, pas du tout. C'est évidemment se tenir correctement à table, c'est beaucoup plus agréable pour son interlocuteur, ne pas couper la parole, ne pas se lever avant la fin. Enfin, on peut en parler mille fois, mais donc la politesse et ses bonnes manières sont la fine pointe de la charité en réalité. De la même façon, la rigueur, la ponctualité, l'amour du travail bien fait, le sens du devoir sont une déclinaison profane des règles bénédictines. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, tout Français est un peu un monsieur Jourdain du christianisme, c'est-à-dire que même s'il ne croit ni à Dieu ni à diable, hein, même ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas, pour reprendre une phrase d'Aragon, eh bien, sont pétris de ces valeurs-là parce que la France les a intériorisées. C'est un humus, un terreau sur lequel les Français ont grandi et sur lequel s'est construite notre civilisation. Et donc, évidemment, la détruire, la conspuer, la mépriser, c'est par la même occasion faire passer à la trappe
toutes ces valeurs-là. Alors, on se dit, parmi les nombreux problèmes évoqués, on se dit que la France, on parle de la France périphérique, de cette France provinciale qui semble s'éteindre, et de fait, cette petite bourgeoisie de province s'éteint. Ce mot petite bourgeoisie de province d'ailleurs est en soi péjoratif. Hein. On a le sentiment que c'est étriqué, ennuyeux, hypocrite. Enfin, c'est une idée qui est véhiculée communément par la littérature, parfois par le cinéma, et nous l'avons tous intériorisé. D'ailleurs, c'est amusant, vous pouvez faire le test. Qui oserait aujourd'hui se revendiquer bourgeois? De l'extrême gauche à l'extrême droite, le mot est toujours une insulte. Le bourgeois, c'est toujours l'autre. Tout le monde déteste les bourgeois, et c'est par cette arme de dépréciation massive que l'on désigne les mœurs policées qui irriguaient la société française. Donc, si vous êtes attaché à la famille, vous êtes bourgeois. Si vous êtes attaché au mariage, vous êtes bourgeois. Si vous habillez de façon classique, vous êtes bourgeois. On y reviendra sans doute après. En réalité, si l'on s'en tient à purement la définition économique du bourgeois, c'est-à-dire si l'on considère que c'est quelqu'un de relativement aisé, eh bien on se rend compte que c'est ni l'attachement au mariage, ni l'attachement à la famille, ni la façon d'être habillé de telle ou telle façon qui est la marque de la bourgeoisie. Et je peux vous en donner des exemples extrêmement rapides. La fille du puisatier, dans La fille du puisatier de Pagnol, le puisatier est attaché au mariage. Il place son honneur dans cette institution, c'est quelque chose qui est extrêmement important, et il n'a rien d'un bourgeois. Donc quand je vous disais que c'était un continuum qui réunissait toutes les classes sociales, c'est exactement le cas. Si l'on prend il y a 1000 exemples de cette famille-là. On peut être tout à fait attaché à sa famille, Dieu merci, sans être bourgeois. On peut, on prend les codes vestimentaires, prenons par exemple la cravate. Alors je me souviens, ça c'est un incident amusant, mais quand la France insoumise est rentrée à l'Assemblée, elle était toute fière de dire qu'elle était sans cravate, un peu faisant référence à ses ancêtres sans culotte. Elle était sans cravate, mais comme si la cravate était un signe extérieur de richesse et de bourgeoisie et de notabilité, alors que si vous regardez aujourd'hui, eh bien, les antifas que l'on dit, ou les black blocs que l'on dit issus de la bourgeoisie parisienne, quand ils descendent dans la rue, on nous explique qu'ils descendent presque du pas de la porte, eh bien, ils sont habillés avec des produits de grandes marques, mais ils n'ont pas du tout, ce ne sont pas du tout ce n'est pas une cravate, ni une veste, ni une chemise, ce sont des allures comment dire, de prolétaire, enfin, ou de vision fantasmée du prolétaire tel qu'il l'imagine, avec une capuche sur la tête, etc., mais avec des vêtements de grand prix. En revanche, le petit pâtissier de Villefranche-de-Rouergue qui est en CAP et qui doit tous les matins aller faire l'apprenti dans un restaurant, ou le serveur, eh bien, lui, il doit porter une cravate, par respect pour des clients qui ne sont pas forcément habillés du tout d'ailleurs, mais il a une cravate qui, quelquefois, est luisante, a été achetée chez Leclerc et de Vaupain-Clous, financièrement parlant, mais néanmoins, ça le caractérise, et cela s'appelle une forme d'éducation, et nul ne pourrait prétendre qu'il s'agit là d'un signe extérieur, ni de richesse, ni de bourgeoisie. Le problème, c'est que on joue depuis fort longtemps avec cette ambiguïté. Alors, en réalité, je vous parlais de la France périphérique, on se gratte la tête pour analyser la désertification des territoires, hein, parce que c'est le mot chic maintenant, je ne sais pas pourquoi on ne parle plus de terroir ou de région ou de province, on parle de territoire, ça fait joli. Mais finalement, par un prisme soit marxiste, soit libéral, mais finalement c'est toujours un prisme économique, on ne pense pas à l'effacement d'un tissu social et d'un mode de vie.
parce que l'agonie de ces villes moyennes, c'est pas seulement affaire de grandes surfaces installées au mauvais endroit, c'est tout un mode de vie qui a été banni par détestation de soi. Et puis, il y a eu des décisions politiques malheureuses, on en parle souvent, mais cela a conduit au départ de cette petite bourgeoisie, mais je dis petite, mais pourquoi, je n'en sais rien, de cette bourgeoisie de province, de cette France d'une partie de la France bien élevée, alors de centralisation en délocalisation, de suppression de tribunal en dissolution de garnison, de fermeture de maternité en dépôt de bilan d'usine, au prétexte d'une rationalité qui peine malgré tout à faire ses preuves, hein, vous aimerait demander des comptes, eh bien le tissu social a été détricoté sans que nul ne s'inquiète des conséquences sociologiques de cet exode massif de juges, de médecins, de militaires, de cadres, parce qu'évidemment, quand on délocalise une maternité, c'est pas seulement pour les femmes, et c'est déjà un grand inconvénient, l'obligation d'aller accoucher à une demi-heure ou une heure de là, plus souvent à une heure, c'est plutôt, c'est aussi le départ de tout un tissu social, évidemment, et qu'on ne remplace pas par un, comment dirais-je, un claquement de doigts. Alors, il reste dans ces villes les aïeux de ces gens-là qui sont partis, des aïeux enterrés dans le cimetière d'à côté. Et puisque on parle des cimetières, eh bien, s'il y a quelque chose actuellement qui est assez décrié ou dont on prétend se moquer ou devoir se libérer, eh bien, c'est la lignée, c'est la famille. Et pourtant, la famille, c'est aussi ce commandement qui, parce que inscrit dans le décalogue, était imprégné l'humus de notre pays, c'est tu honoreras ta mère et ton père et ta mère, et donc leur mémoire, et donc leur héritage. Alors, c'est vrai que la famille n'a pas de bonne presse. Le mot famille devient presque un mot, comment dirais-je, piégé. Je remarquais, du reste, je fais une parenthèse, mais lors de l'affaire récente du Hamel, j'ai remarqué un glissement sémantique tout à fait sournois des opposants à la famille qui ont fait passer cette affaire de pédophilie à une affaire d'inceste. Alors qu'au sens premier du terme, ce n'était pas un inceste, puisqu'il s'agissait d'un beau-père enfin, du mari de la mère et d'un fils. Mais parce qu'on aime à, comment dire, culpabiliser la famille, ce huis clos qui serait la source de tous les vices. Alors, c'est pourtant la famille, c'est le premier enracinement, c'est le premier moule qui s'impose à vous et qui vous oblige. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'elle véhicule des valeurs réputées détestables. C'est d'abord un lieu d'autorité. L'autorité, c'est un mot qu'on n'aime plus. Donc, un lieu d'autorité entre parents et enfants. C'est un lieu d'identité. C'est un mot aussi qui est piégé, qui est banni. De tradition commune, tradition aussi. C'est un lieu de transmission. Alors, d'un patrimoine génétique, mais aussi, bien sûr, matériel, mais surtout culturel, évidemment. Et puis, c'est un lieu, osons le mot provocateur, d'exclusion. Chacun préfère, c'est une évidence, ses enfants à ceux du voisin. Donc, c'est un lieu avec des limites, des frontières, et on sait qu'aujourd'hui, ce sont des mots, là aussi, honnis. Donc, évidemment, la libération sexuelle, la libération des mœurs, la décomposition, recomposition des familles, les lois sur la PMA, GPA, etc., précipite le délitement des familles. Alors, il ne s'agit pas de dire que les familles sont idéales. Hein. Évidemment, nous avons tous lu Poil de carotte. Tout le monde peut avoir vécu des souffrances en famille. Mais néanmoins, c'est un premier creuset qu'il est important de cultiver parce que ce lien est important pour chaque individu, même s'il est douloureux, d'ailleurs. Et on peut en trouver des témoignages permanents. Donc, le premier déracinement, c'est évidemment le déracinement familial. Et puis le pays, si on veut que le pays tienne debout, il faut évidemment, mais on aura l'occasion d'en reparler, cultiver la famille, puisque le pays est la famille des familles, et chacune d'elles est dépositaire d'un peu de l'âme française. Donc, précipiter le délitement de la famille par ces lois dites sociétales, c'est précipiter en réalité celui du pays. En revanche,
quand chacun de nous raconte avec fierté. Alors ce mot aussi, ce mot il est ambigu, c'est aussi un mot ambigu. Fierté, on a l'impression que fierté rime avec orgueil ou vanité. Mais moi je crois que le mot fierté c'est un joli mot. Il paraît que tout le malheur de l'Allemagne vient du fait qu'ils ont qu'un mot pour dire fierté, orgueil, dit Stolz pour les germanistes. Nous avons plusieurs mots pour affiner notre pensée. Et la fierté n'est pas l'orgueil déplacé ni la vanité. Donc, je reviens à mon propos, raconter avec fierté son roman familial, qui est, comment dirais-je, qui porte en lui toujours une partie de ce roman national qu'on ne raconte plus à l'école et dont la disparition signe aussi la disparition de l'amour de la France. Hein. Donc, quand je vous parlais de France fracturée, ça vient de là aussi. Et bien, si chacune des familles racontait son petit roman familial, alors familial, il n'y a pas besoin d'être sorti de la cuisse de Jupiter pour en avoir un. On a tous des aïeux qui ont fait la guerre ou pas, qui ont été médecins, avocats, qui ont leur petit moment de fierté ou pas. On peut raconter aussi des zones d'ombre ou des anecdotes farfelues. Il y a toujours une tante folklorique. Eh bien, tout cela, ça forge une identité familiale et qui est extrêmement importante. Donc, cette négation de la famille, eh bien, évidemment, il est important de rompre avec elle et de réhabiliter la notion de famille. Alors, par un renversement de situation incroyable, cette bourgeoisie de province est finalement aujourd'hui devenue transgressive. Vous voyez, la contre-culture d'aujourd'hui, on appelait contre-culture, vous savez, dans les années 60, la contre-culture, c'est le courant culturel qui venait en opposition au courant dominant. Mais la contre-culture aujourd'hui, c'est elle. C'est pas d'avoir les cheveux bleus, un piercing dans le nez ou autre gadget. C'est plus ça. Ça, c'est la culture dominante. Vos professeurs vous engagent gentiment aller à la Gay Pride, ça peut arriver, mais ils ne vous encourageront jamais et vous vous cacherez si vous devez aller à la manif pour tous. Vous ne direz pas forcément que votre activité du dimanche matin, c'est d'aller à la messe, parce que c'est mal vu. Les étudiants le savent. Donc, finalement, la contre-culture, c'est devenu la leur. Et ça est assez amusant de voir que les braves gens qui n'aiment pas qu'on suive une autre route qu'eux, vous savez, de la chanson de Georges Brassens, eh ben, ils ont changé de camp. C'est les braves gens conformistes et notables, eh bien, ce ne sont plus le qu'on croit. Et moi, vous évoquiez des plateaux de télévision auxquels je participe. Eh bien, je dis souvent au retour, je pourrais revisiter à l'aune de notre époque une autre chanson de Brassens. Vous voyez, alors je vais pas vous infliger, je chante très mal, hein, donc je vais pas vous infliger une chanson, mais je vais vous donner quand même les paroles. Vous voyez, elle est à toi cette chanson, toi le média qui sans façon sur le sujet de la PMA m'a autorisé à parler quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Toi qui n'as pas applaudi quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés riaient de me voir conspuer sur les plateaux télé. Et aujourd'hui, eh bien, les braves gens d'hier, hein, bien propres sur eux, se sont mués en gens braves. Car il faut du courage aujourd'hui pour porter ce référentiel commun évoqué plus haut. Alors, c'est vrai que les catholiques, mais ils ne sont pas les seuls, mais parce que cet humus est chrétien et par leur tropisme de transmission qui est inscrit dans leur religion, en font partie. Et d'une certaine façon, la détestation dont il faut l'objet, vous voyez, il y a toujours quelque chose, malheur est bon, le diable porte pierre, enfin on peut sortir tous les proverbes de la terre. La détestation dont il faut l'objet aura eu la vertu de les débarrasser d'une tentation, celle de la notabilité. Voilà, donc ce qui est la notabilité, la tentation de la notabilité, c'est le propre du bourgeois, justement. Eh bien, ils ne l'ont plus pour défendre, pour porter haut leurs couleurs. Ils doivent faire preuve de courage et accepter d'affronter la culture dominante. Donc, je le disais, la contre-culture, c'est la leur. La transgression est de leur côté et aller à la messe aujourd'hui est beaucoup plus punk et disruptif que défiler à la Gay Pride, encore une fois.
Alors, pourquoi vouloir absolument réhabiliter cette notion du bourgeois? Parce que le bourgeois, c'est rien d'autre qu'un pauvre ayant pris l'ascenseur social grâce à ses efforts ou à ceux de ses parents et qui porte en lui les valeurs de mérite et de travail. Donc, conspuer le bourgeois, c'est finalement casser l'ascenseur social. C'est dire que accéder à ce statut, ça n'a pas d'intérêt. C'est d'ailleurs finalement une mutation des valeurs bourgeoises avec les valeurs aristocratiques, c'est-à-dire ajouter le mérite aux valeurs aristocratiques, qui a fondé sans doute l'espèce d'éducation tout à fait particulière, à la rigueur, qui a imprégné nos écoles jusqu'à une époque récente. On pourrait dire l'époque de Bourdieu. Mais c'est vrai qu'avec sa disparition, le mérite et le travail ont disparu également, le goût du mérite et le goût du travail. Par ailleurs, l'école donnée à ce petit enfant pauvre, ou en tout cas petit paysan, pas nécessairement pauvre, pas nécessairement très pauvre, mais en tout cas qui était en bas de l'ascenseur social, ou pas tout à fait en haut en tout cas, lui donnait avant Bourdieu, en plus de potentialité, un bagage matériel, un bagage culturel. Et c'est vrai que le notaire, c'est fini maintenant, parce que le notaire, le médecin, l'industriel sont désormais des techniciens supérieurs, mais leur matière reste la même, hein, la pâte humaine, et c'est constance éternelle, mais ils n'ont pas fait leurs humanités, parce que justement, la théorie de Bourdieu et des pédagogistes était que les matières littéraires, faire ses humanités, c'était reproduire les élites, c'était faire des bourgeois finalement, et on n'en voulait plus. Bah, aujourd'hui, peut-être qu'on s'en mord les doigts, et quand je vois cette crise du Covid-19 qui parfois est traitée avec peu d'humanité, c'est-à-dire avec un côté extrêmement hygiéniste. On voit beaucoup de témoignages sur la façon dont sont traitées les vieilles personnes en fin de vie, ou le peu d'équilibre qui est trouvé pour des obsèques humaines, enfin dans l'humanité familiale. Eh bien, on peut peut-être trouver une origine dans ce défaut de connaissance de l'âme humaine qui anime aujourd'hui nos médecins. Alors pas tous, hein, je ne jette pas l'opprobre sur tous les médecins évidemment, mais je pense qu'il y a des pistes de réflexion à avoir. Ce ne sont pas seulement des techniciens, et nous ne sommes pas que des statistiques. Voilà. Nous ne sommes pas comment dire, voilà, un réservoir à statistiques. Alors, aujourd'hui, finalement, ce qui est paradoxal, c'est que tout le monde se lamente. Vous allez n'importe où, dans n'importe quelle émission, sur n'importe quelle... On vous dit il n'y a plus de respect, d'autorité, de politesse, d'honneur, de dignité. Voilà, tout est foutu, ma brave dame. On se sert, tout le monde veut servir et pas servir. Mais à qui la faute? Voilà, on reconnaît un ensauvagement de la société, mais on continue de railler ce qu'il avait civilisé. Donc c'est vrai que c'est quelque chose contre lequel on ne pourra pas agir si l'on ne reconnaît pas qu'il faut renouer avec ce qui a fait finalement le succès, voilà, sans gloriole inutile, mais le succès de notre culture française, de notre pays. Voilà. Alors on peut à cet égard citer un exemple frappant qui agite l'actualité ces derniers jours, qui l'agite périodiquement, mais qui l'agite ces derniers jours, par exemple à Sciences Po, c'est tout ce qui a trait à la galanterie. Alors, vous savez que la galanterie, c'est aujourd'hui fustigé, c'est un mot épouvantable, c'est réputé être du sexisme bienveillant. Parce que, alors certaines féministes nous expliquent que c'est pire que du sexisme malveillant, parce qu'en plus, comme il est bienveillant, on s'en rend pas compte. C'est sournois. Et alors qu'en réalité, eh bien, la galanterie, ça permettait de pacifier les rapports entre hommes et femmes, puisqu'évidemment, s'il y a une perte de code du savoir-vivre entre guillemets bourgeois, eh bien, comment dirais-je, il n'y a plus de langage entre les sexes, il n'y a plus que la loi du plus fort. La civilisation, comme me disait un prêtre, est née le jour où une femme a dit non à un homme, et un homme qui aurait pu la contraindre par la force, et ben, soit écoutant son cœur ou sa raison, ou son éducation, eh bien, ne l'a pas fait. Et il faut lire Galanterie française, je pense que certains d'entre vous l'ont fait, de Claude Habib, pour comprendre à quel point la France, et ça je l'ignorais, parce que j'imaginais que c'était un peu comme l'Italie, mais plus encore que l'Italie, avait su tisser entre hommes et femmes
une dentelle raffinée, voilà. Et tout cela a disparu. Ces codes ont été détruits. C'est tout ce langage qui mettait des étapes intermédiaires, hein, parce qu'il faut voir que la libération des sexes a un peu comment dire, a eu le même résultat que la libération des marchés, c'est-à-dire que on a cassé toutes les étapes intermédiaires pour plus de consommation et de consommation immédiate. Et quand on casse les avant-contrats fastidieux, hein, voilà, le temps de réflexion. Alors dans les cadres des contrats commerciaux, c'est le délai de rétractation. Dans les contrats, par exemple, que sont les fiançailles ou le mariage, je disais réputée institution bourgeoise s'il en est. Eh bien, ça permet aussi de réfléchir. C'est toujours le plus faible qui est floué. Donc, en l'occurrence, le plus faible physiquement, c'est-à-dire que la femme, en l'occurrence, vous savez que quand on regarde dans les blogs d'adolescentes, on parle de, les policiers parlent, elles parlent de ces relations sexuelles qui leur ont été imposées, mais sur une ambiguïté, c'est-à-dire qu'elle n'était pas consentante, mais le garçon pensait qu'elle l'était. Et il paraît que les policiers appellent ça un miol, un demi-viol. Voilà. Donc on voit bien que tout cela avait des vertus. C'est cette éducation, encore une fois, qui a été réputée, guindée, qui avait ses défauts sans doute, hein, peut-être, mais qui avait aussi nombre de qualités. Il aurait fallu éviter de jeter le bébé avec l'eau du bain. Eh bien, tout cela, nous en souffrons aujourd'hui, et nous sommes donc toujours avec cette ambiguïté sur ce mot de bourgeoisie. Alors, c'est vrai que le bourgeoisie, pourquoi le bourgeois est enraciné? Parce qu'il est attaché à son bourg. Il existe aujourd'hui une bourgeoisie déracinée, même si c'est finalement un oxymore. Et moi je l'appelle le courgeois, parce que c'est pas un B comme le bourg, c'est un C comme celui qui consomme compulsivement dans le temps court. Et d'ailleurs, c'est un courgeois au sens, on pourrait prendre l'homonymie du mot, c'est-à-dire que sa joie sera de courte durée parce qu'il consomme immédiatement, et puis quand la fête, les lumières de la fête s'éteindront, ce sera terminé. Il n'a voulu recevoir de personne, et il ne transmettra à personne. Il s'est contenté de courgeois, et ce courgeois court toute la vie derrière, et c'est par essence un déraciné. Alors, c'est vrai que si notre monde est prompt à battre sa coulpe sur la poitrine de ses ancêtres, il est beaucoup moins pour faire sa propre repentance. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a rompu avec tout un mode de vie. Et pour finir sur le courgeois, pour résumer, on pourrait dire que c'est le bobo. Voilà. Mais encore une fois, je trouve le terme de bobo impropre, le bourgeois bohème, parce que, comme je le disais, un bourgeois est attaché à son bourg, ce qui n'est pas le cas du bourgeois bohème. En plus, bohème, c'est un côté sympathiquement romantique. Je vois pas très bien ce que ça vient faire là. Voilà. Donc, je reviens à mon propos. Il faut reconnaître qu'on s'est planté, donc pour le dire vulgairement, et que finalement, cet art de vivre qu'on appelait carcan tenait lieu de colonne vertébrale, comme un mur porteur, et on l'a fait tomber avec beaucoup de légèreté pour mieux respirer, sans voir que la maison allait s'effondrer. Alors, c'est vrai que, pour être tout à fait honnête, des gens spécialement de ce qu'on appelle les boomers, un peu la génération un peu au-dessus, me disent ah bah oui mais toi tu l'as pas connu le monde d'avant 68, faut pas l'idéaliser, c'était pas si génial que ça. Et puis ça nous a permis ça a quand même libéré, voilà, de piétiner tout cela. Alors c'est vrai que sur un plan individuel, ne rien devoir à personne, c'est fabuleux. Donc individuellement, j'imagine que ça peut être peut-être une libération, mais collectivement c'est une catastrophe. Et je persiste à dire que on aurait pu le réformer. Le signifiant s'était sans doute détaché du signifié. Les mœurs ressemblaient à une liste d'interdits vétilleuses dont il aurait fallu retrouver le sens pour le débarrasser encore une fois des scories, et le rendre plus constructif, et le rendre le rendre plus profond, parce qu'on avait l'impression qu'il s'était mué un peu en boîte à chaussures vide. Il y avait plus beaucoup de profondeur, mais de contenu. Mais on n'était pas forcé de tout jeter, évidemment. Alors, on court toujours vers le progrès aujourd'hui, mais finalement, le progrès, on l'a jamais éprouvé par définition. Alors que le passé, il a ses défauts. On peut en parler à l'infini, mais il a un mérite, c'est qu'on l'a éprouvé.
Donc, on l'a testé. C'est un peu comme puisqu'on parle beaucoup des vaccins et des tests de laboratoire, on en connaît les effets secondaires. Donc, on peut essayer de les éviter. Alors que le progrès, et c'est très curieux aujourd'hui parce que on a décrété que le progrès était par essence une bonne chose. Voilà. Alors que, par définition, personne ne l'a jamais testé, donc il peut tout à fait se révéler désastreux. On le voit du reste aujourd'hui, je reprends cet exemple avec la pédophilie, c'est un exemple intéressant parce que c'est une digue qui n'a pas cédé et c'est même un retour en arrière par rapport aux années 70 et 80. On a fait le constat que c'était complètement dingue et je trouve ça extrêmement intéressant parce que je trouve que eh bien, une correction du progrès, enfin de quelque chose qui est réputé comme un progrès, est possible. C'est pas, on ne sommes pas que dans un combat retanateur avec à courir derrière la locomotive d'un progrès qui serait fou, enfin de quelque chose qu'on étiquette progrès qui serait fou. Non, il est possible à un moment de donner un coup d'arrêt, de regarder en arrière et de se dire, mais attendez les amis, on a été complètement dingue. Donc cela devrait nous enjoindre à plus d'humilité aujourd'hui et à nous demander si ce que nous faisons aujourd'hui, alors d'ailleurs on le lit dans sous la plume de certains auteurs et c'est extrêmement intéressant, par exemple sous le fait de faire changer de sexe à des enfants sous prétexte que ils seraient pas le genre de leur genre, le genre avec lequel ils sont nés serait pas leur genre d'élection, alors qu'ils n'ont évidemment pas le discernement nécessaire est une bonne idée. Tout cela, ça serait intéressant. Alors, de tirer de leçons de cette de ce qui nous est arrivé par le passé, et cette folie de libération sexuelle qui est allée jusqu'à mélanger de tout et n'importe quoi. Alors, pour tout dire, si je devais résumer ce livre, c'est un plaidoyer familial pour les miens. Voilà. Passé, je l'espère à venir. Hein, je remercie mes parents pour ce qu'ils m'ont transmis et je remercie par avance mes enfants pour ce qu'ils transmettront. C'est-à-dire qui aiment le ciel, la terre, les enfants, les grandes tablées où on chante la Madelon et Merde pour le roi d'Angleterre, même si on aime bien les Anglais, c'est pas le sujet. Hein. Qui vont à la guerre, ou qui allaient à la guerre, qui ont peur de l'enfer. Et qui peuplent les monuments aux morts et les cimetières des villages. Et puis jadis, c'est vrai qu'ils s'en éloignaient pour être missionnaires ou militaires, parce que ces métiers-là aussi, comme celui de paysans, c'était une façon de labourer la terre pour gagner son ciel. Et je crois qu'il faut essayer de les réhabiliter, sans forcément les canoniser, mais pour retrouver tout ce qu'ils avaient de précieux à nous donner pour construire à notre tour. Voilà à peu près ce que j'avais à vous dire ce soir sur mon livre Enraciné. Merci de m'avoir écouté. Merci. Alors, quelques questions, déjà des débats sur le terme de bourgeois. Donc, première contribution du public. Prendre le terme de bourgeois comme référent de ce qui assurait un sens des traditions et de la moralité, n'est-ce pas un contresens sociologique? Le bon sens paysan n'a-t-il pas su garder cette vertu, contrairement à la bourgeoisie qui s'est plu à déconstruire ses codes afin de s'émanciper de ce côté ringard et désuet? Oui, mais cette question est tout à fait révélatrice de l'ambiguïté du mot. C'est-à-dire que vous avez complètement raison. On pourrait appeler aussi cela le bon sens paysan, tout ce qui était, toutes ces valeurs-là, ou la décence commune, comme on l'appelle aussi facilement. Non, pourquoi j'utilise le mot bourgeois? Parce qu'il se trouve précisément qu'on appelle ces valeurs bourgeoises aujourd'hui. C'est pas c'est l'acceptation aujourd'hui du mot bourgeois, c'est-à-dire qu'on dit le mariage c'est bourgeois, je sais pas, la famille c'est bourgeois, donc et nous passons notre temps à nous battre en disant non, nous ne sommes pas des bourgeois. Bon, ça n'a pas ça n'a pas de sens. Si le bourgeois est un pauvre qui a réussi, eh bien, acceptons ce mot, c'est pas très grave. Mais encore une fois, les valeurs qui sont aujourd'hui réputées bourgeoises, mais je ne sais pas si je suis très claire dans mon explication, mais disons qu'il est communément admis que les valeurs que nous que nous défendons sont appelées bourgeoises. Donc, eh bien, acceptons ce terme-là. Sans passer notre vie à essayer de nous en justifier
ce n'est pas très grave. Voilà, je ne sais pas comment l'expliquer. Étymologiquement, un bourgeois n'est pas un grand pécheur devant l'Éternel par essence. Après, encore une fois, c'est un mot ambigu, il y a beaucoup d'acceptation dans ce terme. On peut dire en effet que les bourgeois ont fait la Révolution française, que les bourgeois ont eu telle ou telle responsabilité, mais je dirais que c'est une autre acceptation du mot. Voilà, précisément, le cœur du sujet est dans l'ambiguïté du mot. Alors, deuxième contribution justement sur le sujet, au contraire, tradition, bonne manière, héritage familial, tout ce que vous exprimez me semble être plutôt l'apanage de la noblesse, davantage que la bourgeoisie, non? En tout cas au sens du 19e siècle, mais peut-être qu'aujourd'hui, le sens donné à la bourgeoisie n'est pas celui que j'ai en référence. Alors là aussi, je pense qu'on rentre dans des fines analyses sociologiques qui me paraissent, comment dire, susciter des controverses que je comprends, mais qui ne sont pas, comment dire, qui ne sont pas utiles entre guillemets, parce que ce que j'essaie de faire comprendre, c'est qu'aujourd'hui, ces valeurs sont les valeurs qui sont étiquetées bourgeoises doivent être retrouvées. Alors, je vous renvoie à certains livres sur la bourgeoisie qui expliquent finement, effectivement, l'analyse sociologique de la genèse de ces valeurs. Je vous le disais d'ailleurs un peu tout à l'heure, c'est qu'en effet, elles naissent de la jonction des valeurs de chevalerie héritées de l'aristocratie et puis des valeurs de la bourgeoisie qui tendent par le travail à vouloir s'élever dans la société. Moi, je n'aime pas, en fait, pour tout vous dire, opposer bourgeoisie à aristocratie ou paysannerie à bourgeoisie, parce que tout cela me semble piégeux et aujourd'hui ne plus avoir beaucoup de sens. Si vous voulez, les valeurs aristocratiques chevaleresques sont aussi ont été intériorisées par le paysan qui est parti faire la guerre courageusement au front et qui a eu le sentiment de sacrifier sa propre vie et qui l'a accepté pour un bien commun réputé supérieur. Donc ces valeurs-là convenons de les appeler bourgeoises, voilà, c'est parce que le monde extérieur les appelle ainsi. Elles ont sans doute été historiquement été léguées par l'aristocratie, puis par un apport de la bourgeoisie, mais sont aussi profondément paysannes. C'est ce que j'ai essayé de dire au début de cette conférence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Je ne veux pas faire, parce que je trouve que c'est le piège, je ne veux pas faire de lecture de classe de ces valeurs. Je veux simplement dire que un certain nombre de valeurs aujourd'hui étiquetées bourgeoises étaient en fait l'héritage commun, l'humus commun de toutes les classes de toutes les classes sociales. Malheureusement, je suis obligée d'utiliser ce mot parce qu'on a fracturé la société ainsi, et c'est précisément ces valeurs qui pourraient les réconcilier. Et que l'on soit électricien, notaire, paysans, médecins, obros, militaires, eh bien, ont partagé ces valeurs-là. Elles sont réputées aujourd'hui bourgeoises, mais elles étaient un continuum de mœurs communes auquel toute notre société finalement était attachée et qui définissait le bien et le mal, l'honneur et le déshonneur, la valeur. Voilà, donc les étiquetés bourgeoises, c'est extrêmement intelligent et piégeux pour ceux qui voudraient les discréditer, parce qu'on sait que le bourgeois, et du reste, vos commentaires le montrent, le bourgeois est réputé, c'est péjoratif, voilà. Donc, mais voilà un petit peu ce que je sais que c'est une gageure hein, d'essayer de réhabiliter le mot bourgeois, mais il me semble qu'il faut accepter, puisqu'on n'a pas de meilleur mot et que c'est sans doute le mot aujourd'hui qui désigne ces valeurs, il faut accepter et ne pas s'en sentir blessé. Voilà. Merci. Que pense Madame Cluzel du terme complotiste? Dès que l'on n'accepte pas les règles que l'on nous impose, on est traité de complotiste, me demande une dame.
Oui, mais c'est-à-dire que ça fait partie, moi je crois beaucoup à la guerre sémantique. Ça fait partie, vous voyez, on parlait du mot bourgeois, c'est-à-dire que il divise même des gens qui finalement sont d'accord parce que tout le monde a envie de s'en détacher comme d'un vieux chewing-gum du capitaine Haddock. Eh bien, c'est complotisme, c'est devenu aussi une arme de destruction massive, c'est-à-dire que bah, finalement, vous émettez un doute, et c'est normal d'émettre un doute. On a tous, à partir du moment où on est doué d'intelligence et de raison, on a le droit de se poser des questions. C'est vrai que les gens, on est facilement étiqueté complotiste. C'est devenu, c'est assez récent du reste, mais c'est devenu une insulte. Donc, bon, c'est l'insulte qui discrédite. Vous êtes un bourgeois complotiste, vous êtes mal barré, pour parler là aussi vulgairement. Voilà. Donc, effectivement, je pense qu'il faut arriver à ne pas se laisser piéger par les mots. C'est vrai qu'au sens premier, être complotiste et voir comment dire, des espèces oui, de complots partout et les diffuser, oui, c'est pas bien dans l'absolu, mais se poser des questions, ce n'est pas être complotiste. C'est pas, on a tout, chacun a le droit de se poser des questions et d'imaginer aussi que l'autre puisse avoir des stratégies. C'est pas être complotiste que d'imaginer que derrière un certain nombre de plans sont faits par des gens visant un objectif. Et c'est légitime de se poser la question. C'est pas pour ça qu'on a un menteur, un affabulateur ou un mythomane. Merci. Question, est-ce qu'on attaque la famille parce que c'est une pierre angulaire de la société catholique? Oui, parce que je pense que la famille, elle est... bah, la première famille, c'est la Sainte Famille, c'est évident. Donc c'est vrai qu'elle est, comme vous dites, la pierre angulaire de la religion. Elle est, comment dirais-je, elle est le premier enracinement dans un monde de déracinement. Elle est le premier enracinement. Donc finalement, c'est le premier pied qu'il faut couper. Par ailleurs, elle est le premier îlot de résistance parce que c'est un endroit où on voit bien que d'ailleurs que à chaque fois qu'il y a eu des tentations de dictature, c'est la famille qu'on a attaquée. Elle est le premier îlot de résistance parce que c'est là que on peut quand même continuer à élever des esprits libres en dehors de tout conditionnement étatique. Donc c'est vrai que quiconque veut le pouvoir s'attaque prioritairement à la famille. Ça paraît tout à fait évident. Donc euh, évidemment pour son fond chrétien et puis pour son aspect d'enracinement tout à fait contraire à notre mouvement de mondialisation actuel. Merci. Alors, une autre personne dit, les visées destructrices de l'institution famille ne sont-elles pas aussi guidées par la montée en puissance de l'individualisme et de l'égocentrisme? Oui, oui, bah c'est évident. Le premier carcan, c'est la famille. Le premier lieu qui vous oblige, encore une fois, je l'ai dit, c'est la famille. D'ailleurs, je suis très frappée de voir que les gens maintenant disent oh ben moi j'ai envie de me choisir ma famille. Je vais trouver des amis qui seront ma nouvelle famille. Et, ben non, la famille c'est pas ça. C'est autre chose. Même c'est quelque chose qui s'impose à vous en principe et que vous devez accepter. Donc c'est quelque chose qui est contrairement contraire à l'essence même de l'esprit du monde actuel. On voit d'ailleurs qu'en matière d'héritage, le droit latin, romain, enfin qui régit l'héritage en France, eh bien accorde toujours une place. On n'a pas le droit de déshériter complètement un enfant parce qu'il accorde une place à l'enfant, même si on a rompu le lien, même si on pense qu'on ne s'aime plus, même si, voire on le déteste, voire il nous déteste, voire il nous voit plus. N'empêche que au moment où le parent meurt, eh bien, ça se rappelle à lui finalement. Et ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Or, actuellement, bah, on sait qu'on
on tend à aller vers le droit anglo-saxon qui, lui, fait fi finalement des liens du sang, qui est plus dans le contrat. Et vous avez complètement raison, la famille, c'est le premier obstacle à l'individualisme. Donc, et c'est aussi le premier obstacle à la société de consommation, parce que la société de consommation, évidemment, se nourrit de cet individualisme. Donc, oui, vous avez raison. Merci. Dans le chapitre La famille s'éparpille, dans ce chapitre de votre livre, vous dites, je cite, donc quand vous parlez des familles recomposées, il arrive que le deuxième conjoint soit un parent bien plus sympathique, investi et attentif, mais sauf exception, l'enfant ne saurait totalement accepter que celui-ci, si aimable soit-il, remplace le vrai. Et vous abordez aussi l'épineuse question des quasi-frères et sœurs, avec à la clé un quasi-inceste pour une quasi-famille. Et il y a donc une personne qui vous pose une question qui me semble assez reliée en vous demandant, concernant l'affaire du Hamel, pourquoi considérer que le beau-père ne fait pas partie de la famille ? Parce que le beau-père, l'inceste au sens premier du terme, si vous cherchez dans le dictionnaire, c'est des relations sexuelles entre des personnes qui ne pourraient pas contracter de mariage. Voilà. Donc en fait, un beau-père et son fils ou sa fille, si une fois qu'il a quitté la mère, rien ne s'oppose à ce qu'il contracte un mariage avec l'un des enfants. Donc au sens premier du terme, il n'y a pas de lien biologique, il n'y avait pas non plus de lien juridique puisqu'il n'avait pas adopté. Le fils Kouchner avait un père, en l'occurrence, son monsieur Kouchner. Donc, il n'y avait pas de lien de cet ordre-là. Alors, c'est vrai qu'une loi en 2016 a intégré pour s'adapter, en fait, pour adapter la famille, et ça procède du reste à la pulvérisation de la famille, parce que quand tout devient famille, plus rien n'est famille. Hein. Vous savez, je me souviens, il y avait, sous François Hollande, ils avaient créé un ministère des familles, DES plus loin famille ES, c'était plutôt un déprivatif. Hein. Quand tout est famille, il n'y a plus de famille, des familles, des familles, voilà. Et d'ailleurs, là maintenant, il n'y a plus de ministère des familles, donc c'est terminé. Et donc, en 2016, il y a une loi qui a intégré la notion d'inceste pour des comment dire, le beau-père ou la belle-mère, mais c'est un peu boiteux puisque comme je vous le dis, la définition première ne correspond pas. Et du reste, c'est un sujet qui est abordé parfois par les revues féminines, c'est pour ça que j'en parle dans mon livre, c'est que quand dans le cadre d'un remariage, il y a des enfants des deux premiers lits qui se retrouvent à vivre ensemble dans le cadre d'une famille recomposée, eh bien, rien n'oppose à ce qu'ils se marient, par exemple, ou à ce qu'ils aient des relations sexuelles. La loi ne s'y oppose pas, ils ne sont pas frères et sœurs. Et du reste, c'est une souffrance, c'est très bien décrit dans certains journaux féminins, c'est encore une souffrance bien pire pour les parents de la famille recomposée, enfin la mère et le beau-père, ou le père et la belle-mère, bref, que si les enfants ne s'entendaient pas, quand ils s'entendent trop bien de cette façon, parce qu'ils ont le sentiment qu'on leur met sous le nez qu'ils ne sont pas une famille au sens premier du terme. Donc, après, je ne juge pas évidemment les situations individuelles, voilà, mais sur le plan collectif, il est évident qu'il y a eu une décomposition de la famille qui brouille les repères et favorise finalement les situations d'inceste ou de semi-inceste parce qu'on ne sait plus qui fait partie de la famille et qui n'en fait plus partie. Là, je voyais dans l'affaire du petit garçon Tony, là, vous savez, cette affaire affreuse avec des parents qui ont martyrisé leur petit garçon, là, il y a eu un jugement récent. La mère était la mère biologique, et puis on parlait toujours du beau-père. Et puis un journaliste un jour m'a dit, mais il faut arrêter de parler du beau-père. Il était là depuis 3 semaines, donc c'était l'ami de la mère, voilà, mais où il était peut-être pas 3 semaines, mais 3 mois. Enfin, ça a été très court. Donc, vous voyez, il y a une déliquescence, un délitement de la famille qui rend la compréhension des choses extrêmement difficile et qui met en danger de ce fait les enfants parce que ça les met dans des situations peu claires. Merci. Alors dans votre chapitre « On a perdu les codes », vous écrivez, à juste titre, « Ces conventions sociales ne disent rien de l'authenticité de la personne, puisque l'on peut très bien les maîtriser toutes et être un épouvantable individu. » Et j'ai justement une réaction
d'une personne qui dit « Moi, je suis issue d'une famille bien bourgeoise et j'ai été un enfant maltraité. Les codes, les règles de bienséance, les politesses étaient les piliers sur lesquels toutes les perversions peuvent se bâtir et se protéger. » Alors voilà, j'ai cité à dessein la phrase en disant qu'on peut totalement être un épouvantable individu, puisque je pense que vous avez répondu dans votre livre. Oui, oui, non, mais ça, si vous voulez, il y a des exemples dans la littérature tout à fait similaires de gens qui, finalement, comme un cache-misère, donnaient une apparence comment dirais-je, de bonté ou de grandeur d'âme, simplement parce qu'ils maîtrisaient les codes, et ils ne l'étaient pas du tout. Mais à contrario, je ne crois pas que casser tout cela ait rendu les gens meilleurs pour autant. C'est-à-dire qu'on peut déplorer, je suis complètement d'accord avec vous, et c'est excessivement triste de voir ce genre de situation familiale, mais pour autant, même si dans certains cas c'était parfaitement hypocrite, casser ces codes n'a pas rendu les gens meilleurs, bien au contraire, parce que néanmoins cela permettait de vivre ensemble, tout simplement, de communiquer, vous voyez, il y a des choses extrêmement simples. C'est pas parce que on va à un enterrement en noir avec une voilette devant le nez et des lunettes de soleil et un mouchoir qu'on est forcément triste, évidemment. Mais c'est vrai que ça reste la tenue appropriée reste néanmoins une forme de respect pour celui qui est décédé. Personne n'aurait l'idée d'aller en caleçon et en tongs à l'enterrement de son grand-père. Mais néanmoins, ça s'est perdu du reste. La façon de se vêtir dans les enterrements, bon, c'est un exemple, mais maintenant il y a souvent plus que les croque-morts qui sont les employés des pompes funèbres qui sont habillés. Moi, je persiste à penser que ça avait une vertu. Voilà, ça avait une vertu parce que le corps est le temple de l'âme et le langage du corps a son importance. Il envoie des signaux et vous voyez, s'endimancher, par exemple, pour aller à la messe, ça me semble, c'était pas idiot. Voilà, c'est une forme de respect là aussi. On s'habille pour aller voir le président de la République, c'est un peu normal de s'habiller pour aller voir le bon Dieu, voilà. Et donc que ces mœurs que ces codes étaient dévoyés. D'ailleurs, alors je comprends tout à fait ce que dit cette personne et voilà, mais est-ce que ces mœurs étaient dévoyées ne fait pas pour autant que ces mœurs aient été à jeter. Voilà. Et c'est aujourd'hui la rhétorique que l'on emploie. C'est-à-dire que dans la mesure où toutes les familles qui cultivaient ces codes n'ont pas été à la hauteur, et c'est vrai, nous en connaissons tous, des gens nous sommes tous d'ailleurs d'une certaine façon. C'est compliqué d'être en adéquation totale avec l'apparence que l'on donne. C'est un travail de tous les jours d'être en vérité. Mais c'est pas pour ça que c'était inutile en fait. Voilà, c'est simplement ce que j'essaie de faire comprendre et en jetant tout cela, eh bien, on a jeté nos mœurs. Voilà, c'est vrai que c'est pas parce qu'un homme tient la porte à une femme qu'il peut ne pas être derrière être horriblement désagréable avec elle, mais c'est pas en lui claquant le nez sur la porte et en la laissant se débrouiller avec ses paquets et être un goujat avec elle qu'il sera plus aimable aussi. Voilà, il me semble qu'on est rentré dans une philosophie de syllogisme dont il faudrait sortir. Merci. Alors, une personne me demande si vous êtes optimiste pour les valeurs de la famille française perdues qui pourraient être retrouvées. Alors moi, je suis tout à fait optimiste. Voilà, je suis comment on pourrait dire ça, j'ai une forme je peux paraître pessimiste parfois, mais non, j'ai un pessimisme plein d'espoir en tout cas. Mais je pense qu'il est important de poser le constat parce que sinon donc ça peut paraître parfois pessimiste, on peut se dire qu'on passe à côté de l'objectif si on ne pose pas, me semble-t-il, avec réalisme le constat. Voilà. Maintenant, non, je suis plein d'optimisme parce que je vois une forme de résurgence. Vous voyez, c'est comme un arbre qu'on a coupé à la racine et il se porte mieux après. Et précisément, cette personne qui disait, moi, j'ai vécu dans une famille bourgeoise, c'était épouvantable, en fait. Eh bien,
comme il n'y a plus cette tentation, encore une fois, de la notabilité, je crois qu'on les a un peu purifiées, du coup, ces valeurs. C'est l'occasion de retrouver le sens profond, c'est de l'éducation, de pourquoi on fait ceci, pourquoi on fait cela, pourquoi on dit ceci, pourquoi on dit cela. Je voyais dans le cadre du hashtag MeToo une psychologue qui disait, mais il faudrait apprendre aux petits garçons le respect des filles. Est-ce que tu ferais ça avec ta mère? Bon, c'est vrai qu'autrefois, on disait aux petits garçons, faut pas taper une fille même avec une rose. Ça paraît maintenant suranné, mais ça avait une vertu. Voilà, ça avait une vertu. C'était pas complètement idiot. Et je crois que ça va nous permettre de retrouver le sens de tout cela, de ces mœurs, ce savoir-vivre, cette bonne éducation qui, encore une fois, ne doit pas se réduire à des usages au guide de bonne manière de la Baronne Staff. C'est pas du tout ça, hein, mais qui nous permettra de renouer avec ce qui a fait finalement que notre pays était beau. Tous les scandales que l'on peut voir politiques, ce politico-sexuel. Bah, je me dis, quand on a le sentiment qu'on a un rang à tenir, bah, vous voyez, autrefois, c'était très frappant, je le dis dans mon livre, tout le monde, c'était pas la baronne machin chose qui disait à ses enfants, tu dois tenir ton rang. Même la paysanne, elle disait à ses enfants, bah, tu dois tenir ton rang. Voilà. C'était une expression très communément admise. Eh bien, il se dit, bah, c'est simplement faire son devoir d'État finalement et être à la hauteur de son devoir d'État. Je pense que si chacun en retrouvait le chemin, on pourrait en finir avec nombre de mots à l'école, mais finalement un peu partout. Je remarque que les institutions qui transmettent, bah, l'Église continue un peu à transmettre, hein, elle n'est pas parfaite, mais elle continue à transmettre, évidemment. L'armée, elle transmet encore les valeurs, le scoutisme. Voilà, alors, on peut avoir 1000 exemples hein, individuels de gens qui font partie de ces institutions qui ne sont pas recommandables, mais globalement, elles arrivent à transmettre, bon an, mal an, des, des valeurs qui peuvent porter vers le bien commun en fait. Et ça, c'est le retour du goût du bien commun vers lequel nous devons tendre, me semble-t-il. Voilà. Merci. Et d'ailleurs, vous réécrivez un petit peu le général de Gaulle en disant il faut au caractère pour tenir son rang une certaine force. Voilà. Donc, autre question plus politique. Pensez-vous que nous, bourgeois, pouvons-nous encore être représentés, écoutés par nos politiques et pas uniquement moqués? Pourquoi tant d'acharnement à casser tous ces codes? Alors voilà. Alors encore une fois, quand on dit nous bourgeois, on parle pas de compte en banque. Hein, soyons bien clairs. C'est-à-dire nous attachés aux valeurs familiales. Voilà, je qu'il n'y ait pas d'ambiguïté là-dessus parce que c'est pas encore une fois, il s'agit pas d'avoir un gros coffre-fort et de fumer des cigares de prix toute la journée. Bah, je pense que pour être entendu, il faut déjà, comme je disais tout à l'heure, retrouver le chemin d'une certaine forme de fierté, c'est-à-dire être convaincu que ce que l'on porte n'est pas, encore une fois, sans vanité, mais n'est pas à jeter. C'est-à-dire que n'est ni à moquer, ni à railler, ni à conspuer, et on a quelque chose à apporter. Voilà. Donc c'est la première chose parce que si on ne s'aime pas, on ne peut pas être aimé. Donc c'est un premier, dans tous les stages de développement personnel qu'on fait pour les adolescents, on leur enseigne ça, commence par t'aimer toi-même, hein, ça ne veut pas dire te prendre pour un dieu, et voilà, mais il faut que nous-mêmes, nous soyons convaincus que ce que nous portons n'est pas méprisable, je pense. Et ensuite, eh bien, les politiques verront que nous représentons quelque chose. Je crois que à chaque fois que cette France bien élevée que j'évoque est descendue dans la rue, eh bien, elle a su montrer qu'elle pouvait défendre des idées qui là aussi tendait vers le bien commun, qui avait une vision de la société française. Et il me semble que c'est important d'en garder d'être capable de le faire, d'en garder le courage. Je crois aussi qu'il faut apprendre aux enfants
à pas vivre et ça c'est compliqué, à pas vivre dans l'émotion, à cultiver avec eux la raison. Ça c'est important et ça aussi c'est une façon de transmettre, hein, d'apprendre le débat, la disputatio qui fait partie de notre culture, parce on est submergé par l'émotion, une image, une indignation, et donc et si on apprend à nos enfants à reprendre ce chemin-là, eh bien nous arriverons, moi je suis persuadée que nous arriverons à nous faire écouter, parce que nous avons nous avons, mais c'est là aussi, je le dis sans orgueil, mais nous avons une vision, voilà. Enfin, nous avons une vision. Nous avons un chemin, voilà. Et, euh, et je pense que tout le monde n'a pas de chemin aujourd'hui. Donc, beaucoup de gens sont dans une forme d'impasse où s'agitent, et en ont le fort sentiment. Donc, je crois que c'est important de porter ce chemin, cette vision. Merci. Alors, toujours sur la politique, bonsoir madame, pensez-vous prendre parti dans les futurs débats de la présidentielle 2022? Car nous serons une fois de plus au carrefour de l'avenir de la France après ces 5 années de mandat progressiste incarné par Macron et sa majorité. Vous êtes journaliste et je sais que ce n'est pas votre rôle. Merci. Oui, alors c'est vrai que moi, je vais pas m'engager politiquement. C'est vrai que pour ça, le rôle de journaliste est assez agréable d'une certaine façon, parce qu'il permet de garder de la hauteur. Maintenant, évidemment, je regardais ça avec beaucoup d'intérêt, comme beaucoup de Français, et, et je pense qu'il faut s'intéresser au débat politique, parce que on n'a pas le droit de s'en désintéresser. Tout simplement, je me méfie beaucoup de la tentation de l'aquabonisme et du tout-est-foutisme. Vous voyez, c'est deux mauvais compagnons, ça. Donc s'écarter finalement de la politique sous prétexte que ce serait sale, ou que finalement, bon voilà, ça sert à rien. Je pense que ce serait dommage, mais c'est pas mon rôle. Donc c'est pas mon rôle, disons, c'est mon rôle de l'observer comme tout un chacun, et peut-être d'essayer de l'analyser, parce que c'est le travail du journaliste. Mais en revanche, c'est vrai que je ne compte pas. Je ne compte pas m'engager à titre personnel. C'est vrai que Et après, le combat n'est pas, en revanche, le combat politique est important, mais le combat n'est pas que politique, loin s'en faut. On a coutume de dire qu'il est métapolitique, c'est-à-dire que mais il est culturel, il est civilisationnel presque. Donc c'est vraiment tout l'aspect complet d'une vision de la société qu'il faudrait être capable de reprendre, si j'ose dire, et de savoir défendre, en fait. Mais la politique pour résumer, la politique ne me semble pas une mauvaise chose, et ça me semble tout à fait intéressant, mais la politique seule ne suffit pas. Merci. La notion montante du politiquement correct n'est-elle pas devenue une forme de dictature intellectuelle? Ah oui, mais alors d'ailleurs, le politiquement correct, c'était la version gentille d'autre chose qui monte actuellement, qui s'appelle le woke, qui nous vient des États-Unis aussi, comme le politiquement correct. La politiquement correct, c'était une forme de pudibonderie, à pas vouloir dire un certain nombre de réalités, parce que elle dérangeait l'acception dominante des mœurs. Mais là, aujourd'hui, on arrive à une véritable dictature. C'est vrai, hein, qui nous arrive par les universités, qui est déjà extrêmement violent dans les universités américaines, et qui fait que si vous avez une pensée divergente, vous n'avez plus le droit de parler, tout simplement. Et ça va devenir, c'est pour ça que je disais qu'il faut sortir nos enfants du règne de l'émotion, parce que, je pense, parce que il faut qu'ils soient capables de raisonner, de pas se laisser submerger par les vagues d'indignation, de vocifération qui accompagnent cette culture woke, qui est aussi qui est le contraire de l'enracinement, du reste, parce que la cancel culture, elle est en train d'annuler la culture qui nous a précédés, c'est-à-dire que d'annuler,
de rendre caduque, en la culpabilisant, tout l'héritage passé. C'est-à-dire qu'on n'est plus capable d'analyser le passé en le recontextualisant, en disant bah, c'est vrai que telle ou telle chose aujourd'hui ne passerait plus, mais parce que c'était dans tel contexte, etc. Eh bien, on décide de jeter le bébé avec l'eau du bain. On regarde. C'est une forme de, vous savez, on parle d'ethnocentrisme quand les gens sont incapables de regarder des étrangers, par exemple, en dehors de leur propre prisme. Ben, nous, on est dans une forme de chronocentrisme, c'est-à-dire qu'on est incapable de regarder l'histoire en dehors de notre prisme moderne, c'est-à-dire on regarde avec nos yeux et donc on juge tout à l'aune de notre propre référentiel, et c'est évidemment dramatique parce que bah, aucun de ceux qui nous ont précédés finalement n'a l'heure de plaire à cette culture woke, donc tout sera déboulonné. Ça, au train où on y va, ça va être, on voit bien que faire le Napoléon, simplement célébrer un bicentenaire de Napoléon ou un anniversaire quelconque d'une personnalité qui jusque-là, bah, bien sûr, Napoléon, personne ne va le canoniser, mais néanmoins, il a participé à l'histoire de la France, eh bien, c'est devenu impossible. Voilà, tout simplement. Donc, enfin, en tout cas, c'est devenu très compliqué. Donc, on est dominé par le politiquement correct, mais pire que le politiquement correct, dominé par le woke. Je dirais que nous, peut-être que la tentation aussi, au-delà de la notabilité de la France bien élevée, c'est peut-être la tentation de la gentillesse. C'est-à-dire que la peur de juger, la peur de condamner parce qu'on se dit qui on est pour juger, etc. Eh bien, ça nous paralyse un petit peu et ça nous donne quelquefois des yeux de naïfs de la crèche. Et je crois qu'on n'en a pas le droit. Juger le péché, c'est pas juger le pécheur. Hein. Donc, moi, j'en m'avais appris ça quand j'étais au catéchisme petite. Donc, je crois qu'il est important de cultiver notre lucidité. Merci. Alors, une personne dit oui, mais c'est difficile de transmettre le goût au travail quand il y a tant de chômage et de petits boulots précaires et mal payés. Écoutez, je sais pas très bien, c'est-à-dire que les jeunes n'ont plus tellement envie de travailler parce que il y a trop de précarité, c'est ça Probablement, j'ai lu tel quel. Hein, difficile de Voilà. transmettre le goût au travail quand il y a tant de chômage et de petits boulots précaires et mal payés. Oui, sans doute, mais c'est vrai que je ne crois pas qu'on ait une société, si on compare par exemple avec le siècle d'avant ou il y a 2 siècles, une société sur ce plan-là, en tout cas, plus difficile. C'est-à-dire qu'il y a quand même plus de protection sociale, il y a quand même pas mal d'aides. Donc c'est vrai que cette précarité est difficile à vivre, mais je pense que nos ancêtres, là aussi, ont été capables même lorsqu'ils avaient un travail, ça aussi c'est difficile de transmettre à un enfant, mais l'amour du travail bien fait, quel qu'il soit, même s'il est finalement, même si comme ça il n'est pas très engageant, être capable de faire une petite tâche, alors ça aussi, hein, c'est des valeurs que peuvent transmettre le scoutisme ou une retraite ou ce genre de choses. Même une toute petite tâche, même un boulot qui paraît pas très valorisant et pas gratifiant et qui est peut-être pas bien rémunéré, mais le faire correctement, c'est énorme. Voilà, c'est extrêmement important et je crois que c'est ce dont on a besoin aujourd'hui. Je crois que ces jeunes-là, d'ailleurs, ça les servira d'être capables de faire le petit travail, même précaire, même peu valorisant, parce que aujourd'hui, quand vous discutez, que ce soit avec les rédacteurs en chef, avec les chefs d'entreprise, etc., ils vous disent, bah, finalement, comme on a un peu élevé des enfants rois, eh bien, quand ils arrivent quelque part, même le stagiaire, autrefois, bah, on lui faisait qu'on triait la première semaine les trombones bleus des trombones verts, et puis après, il montait petit à petit, il faisait les photocopies la deuxième semaine, et puis après, voilà, il progressait. Maintenant, il est dans un journal, par exemple, il a tout de suite envie d'écrire l'édito du rédacteur en chef. Bon. Donc, finalement, leur transmettre l'humilité et peut-être l'acceptation de faire un boulot pas très valorisant, cette humilité, bah, ça les servira dans la vie parce que c'est devenu, je pense, une valeur rare, Donc, c'est important
de leur transmettre. Ce qui ne veut pas dire que je ne dis pas par là que la vie est facile actuellement, hein, mais c'est accepter sa condition comme elle est et tenter par l'effort et pas par la rancœur de s'en sortir, ça me paraît tout à fait intéressant. Vous savez, il y avait un livre qui faisait la différence, qui parlait de ces jeunes qui avaient l'impression de faire des boulots sans intérêt. Il appelle ça les bullshit jobs. Bon, alors c'est vrai que le secteur tertiaire a suscité beaucoup de travaux, finalement, dont là aussi un peu déconnectés de leur sens, qui ont perdu un peu hors sol. Mais en même temps, il faut faire attention là aussi à ne pas être tenté par toujours plus d'ambition. Bon, tous les travaux ont leur part comment dire, d'amertume, de médiocrité, de difficulté. Mais c'est simplement faire son travail, c'est faire son devoir d'État. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et quel qu'il soit. Voilà. Merci. Enfin, me semble-t-il, moi, c'est un peu difficile, pardonnez-moi, je réponds très doctement parce que j'ai pas la personne en face de moi, donc je voudrais pas que les gens prennent ça comme une façon très dogmatique de m'exprimer. Comme je suis derrière l'écran, j'ai pas beaucoup de contradictions, mais voilà, je me permets simplement de donner mon avis. Est-ce que vous pouvez simplement nous dire, nous demande une personne, comment vous écrivez woke? W-O-K-E. Voilà. Très bien. Ouais, elle peut chercher sur Internet. Il y a beaucoup il y a toute une littérature sur la culture woke qui arrive des pays anglo-saxons et c'est un véritable tsunami. Hein. Donc il vaut mieux se mettre au parfum tout de suite pour être capable de résister. Merci. Alors, vos questions sur l'école. Donc, vous en parliez justement c'est ça, dans votre chapitre, je crois, sur la transmission. Vous dites l'école catholique est porteuse de cette double démission de l'Église et de l'école. Et là, donc, j'ai une question d'une dame qui dit, vous dites se former, sortir de l'émotion. Mais aujourd'hui, lorsque l'on voit nos manuels scolaires, tout ce que l'extérieur transmet à nos enfants par l'école, concrètement, comment pouvons-nous réagir? Avez-vous des pistes à donner? Écoutez, c'est vrai que c'est devenu compliqué pour les parents parce que ils ne peuvent plus se dire je mets mes enfants dans telle école là et puis je dors sur mes deux oreilles et tout va bien se passer. En plus derrière il y a quand même le filet de la société. Dans la société, elle ne structure plus personne. Donc c'est vrai que c'est très compliqué pour les parents de résister. Ils doivent avoir une attention de chaque instant. Pourquoi je parle de double démission de l'Église et de l'école? Parce que c'est vrai que, bon voilà, je vais être tout à fait honnête, je trouve que l'école catholique, parfois, a perdu sa spécificité. Voilà, c'est pas toute, hein, c'est toujours pareil, mais et je trouve que c'est regrettable parce qu'elle scolarise beaucoup d'enfants, elle a beaucoup à transmettre et peut-être par doute sur elle-même, elle ne transmet plus ou n'ose plus transmettre ce qui pourtant serait le plus grand service à rendre aux enfants. Donc, elle n'ose plus imposer. Alors, par exemple, on transmet plus de religion. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Je crois que jamais l'école catholique n'a imposé la conversion. C'est tout à fait contraire au catholicisme, hein, la conversion par la force, mais elle propose. Voilà. Puis après, chacun dispose. Et c'est ennuyeux, je pense, de sortir d'une école catholique sans qu'on ne s'ait rien vu proposer. Voilà, que rien de plus que dans une école publique. Et je ne crois pas que ça choquerait les gens parce que quand vous poussez la porte d'un restaurant chinois au soleil de Ming ou je sais pas quoi là, vous vous attendez pas, vous aventurez pas à demander du McDo, c'est-à-dire que vous vous dites oui, on va me proposer de la nourriture chinoise. Voilà, vous n'êtes pas. Donc, je ne crois pas que ça choquerait les gens, les parents qui font ce choix-là pour diverses raisons. C'est vrai qu'il n'y a pas que des parents catholiques, hein, on peut avoir tout un tas de raisons de choisir cet enseignement-là. Ça ne choquerait pas les parents qu'on leur propose tout simplement une éducation catholique, voilà, et sans que ça force à la conversion quiconque, évidemment, c'est très dramatique, mais
Et ça, je trouve ça regrettable. C'est vrai que parfois j'ai été frappée. Je me suis dit, mais oh, mon Dieu, est-ce qu'à un moment l'école n'a pas raté quelque chose quand je vois notamment des djihadistes sortir, voir dans leur parcours scolaire qu'ils sont passés par des écoles catholiques. Je me dis, bon, je ne dis pas que c'est la faute des directeurs, mais je serais directeur, je me dirais, mais est-ce que ces enfants-là, à un moment, n'ont pas eu des aspirations, comment dire, ontologiques, des questions, ne se sont pas posé des questions eschatologiques, voilà, et finalement, bah, sont allés chercher des solutions ailleurs parce qu'on n'a pas su les leur proposer. Donc voilà un peu c'est le sentiment que j'ai. Voilà. Et donc il me semble important de reconquérir cette forme de spécificité de l'enseignement catholique qui n'a rien de dramatique, hein, voilà, qui est tout à fait logique même. Mais alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est compliqué parce que on sent bien que, d'ailleurs, on parlait de l'islam, notamment avec là, ce qui nous arrive, la loi sur le séparatisme, etc. En prétendant viser l'islamisme, on vise à la fois un peu toutes les religions, et ça va être compliqué de continuer, à transmettre un contenu qui peut-être va être jugé suspicieux simplement parce qu'il est religieux. Voilà. Donc c'est vrai que ça va être compliqué, mais je crois il faut s'accrocher et peut-être demander gentiment, courtoisement, poliment, quand on a un enfant dans une école catholique, à recevoir ce supplément d'âme par rapport à l'école publique. C'est légitime, c'est ce qu'on attend quand même. Une personne demande quelle est votre opinion sur les écoles catholiques hors contrat? Moi, il me semble que ce sont des bonnes initiatives, hein. C'est-à-dire que ce sont des écoles qui, ne trouvant pas dans l'enseignement catholique sous contrat ce qu'elles cherchaient dans un certain nombre d'écoles, eh bien, ont décidé d'aller. Alors, il n'y a pas que des écoles catholiques, hein, dans les écoles sous contrat. Il y a toutes sortes. Il y a des écoles Montessori, il y a des écoles juives, il y a des écoles diverses et variées. Mais en tout cas, c'est vrai que je connais un certain nombre d'écoles hors contrat catholiques, et c'est vrai, elles font en sorte de retrouver une forme de liberté parce que elles ont le sentiment qu'elles n'avaient pas trouvé. Généralement, c'est des parents qui créent ces écoles-là. Elles n'avaient pas trouvé dans des écoles catholiques sous contrat ce qu'elles cherchaient. Moi, je crois que c'est l'occasion, c'est intéressant. Les parents doivent être très motivés parce que c'est des écoles qui coûtent relativement cher, parce qu'il n'y a pas d'aide du gouvernement, souvent dans des locaux un peu exigus. Donc ça prouve qu'il y a une forte attente, et je crois que c'est vraiment l'occasion pour les écoles catholiques de se poser la question. Alors je sais quelquefois, on me dit ah oui, enseignement diocésain de tel endroit, et agacé qu'il y ait une école qui se monte, etc. Mais au contraire, je crois que c'est ça, c'est une bonne remise en cause, c'est se dire ah bon, mais s'il y a une demande, peut-être qu'on n'y a pas répondu, voilà. Et ça me paraît être une saine émulation, et sans doute que lorsque l'école catholique, toutes les écoles catholiques ont retrouvé leur vocation, eh bien, ces écoles hors contrat disparaîtront d'elles-mêmes, elles n'auront plus lieu d'être, voilà. Ou peut-être qu'on va trouver un modus vivendi entre les deux, je ne sais pas. C'est vrai que là, la loi sur le séparatisme complique un petit peu les choses, parce qu'on aimerait savoir à quelle sauce toutes ces écoles vont être mangées. Il y a une forte suspicion sur les écoles hors contrat, alors que, semble-t-il, si j'en lis la littérature sur le sujet, on n'a pas vu un seul terroriste sortir d'une école hors contrat. Ils sortent tous des écoles lambda, si j'ose dire. Donc, je ne sais pas très bien, mais je sais qu'actuellement, il y a une forme il y a un coup près qui pèse au-dessus de leur tête. Je ne sais pas comment ça va se terminer. Merci. Alors, question... vous en parlez d'ailleurs dans votre chapitre archaïque et héroïque armée, comment s'en passer. Vous dites que l'armée est la seule institution que l'on n'est pas complètement expurgée des valeurs de jadis, même si on la stigmatise. J'ai beaucoup ri quand vous avez dit généralement les militaires ils sont vus comme des méchants misogynes qui vont à la messe en latin à Versailles et collent des autocollants la manif pour tous. Mon Dieu, quelle horreur. La question c'est faut-il rétablir le service militaire pour pallier au dysfonctionnement de l'école?
Bah, c'est compliqué parce que je crois qu'il aurait surtout pas fallu le supprimer. Mais quand j'en parle à des militaires, ils me disent c'est impossible aujourd'hui. C'est intellectuellement séduisant, mais impossible pratiquement parce que c'est vrai que c'était un terreau. De mixité sociale déjà, hein. Pour le coup, toutes les classes sociales se retrouvaient, tous les genres, tout type de famille, tout et c'était une école de vie, enfin ça avait beaucoup d'avantages. Alors c'est vrai qu'on dit oui, ça avait été dévoyé sur la fin finalement, les enfants de cadre se faisaient en sorte de faire comment dire, tirer un peu au flanc en trouvant des bonnes combines et puis finalement les autres devaient aller faire le soldat. Bon, bah, à l'instant T, il y a sûrement eu tout un tas de bonnes raisons pour décider de le supprimer, mais maintenant tout le monde est à peu près d'accord, et je suis frappée de cette unanimité d'ailleurs, presque tout parti politique confondu d'ailleurs, est d'accord avec l'idée qu'il n'aurait pas fallu le supprimer et qu'il faudrait le rétablir. Mais en réalité, il n'y a plus les bâtiments, il n'y a plus le personnel, il n'y a plus le budget, il n'y a plus de quoi encadrer, donc imaginez reprendre toute une classe d'âge, si tenter que ce soit psychologiquement possible, maintenant que c'est sorti de l'imaginaire de chacun, je crois que pratiquement, ça me semble quasiment, je crois que c'est quasiment impossible. Voilà. Mais on peut le déplorer, oui. Merci. Alors, une question de fin. Est-ce que tout est fichu? Quelle est votre espérance? Non, 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 encore une fois, pas du tout. C'est pas du tout l'objet de mon livre. C'est justement parce que je pense que tout n'est pas fichu. Sinon, je serais allée me coucher, regarder la télé, je sais pas, allumer Netflix. Mais c'est précisément pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est que je pense qu'au contraire, tout peut se repartir. Voilà, parce que tout est encore là. Tous les matériaux sont là, me semble-t-il. Mais il faut se creuser, il faut comment dire, retrousser les manches. Voilà, je cherchais le mot. Vous savez, moi, je fais pas partie de. Je suis pas une révolutionnaire, hein, vous voyez, j'attends pas le grand soir. Moi, je suis plutôt de la France du petit matin. Et c'est cette France-là justement, cette France bien élevée, cette bourgeoisie, blanquette de veau, bourgeoisie ou pas bourgeoisie. On peut débattre à l'infini du terme, mais cette France blanquette de veau qui se lève tôt le matin et qui se retrousse les manches. Bah justement, là, c'est le moment. Il faut se retrousser les manches et il faut voilà, et reconstruire. Sans un mot, hein, c'est un peu le poème de Rudyard Kipling, rebâtir l'ouvrage d'une vie et puis repartir. Voilà. Mais il faut avoir conscience que il y a des beaux matériaux qui restent en France, il ne faut pas les mépriser parce que certains les méprisent, il faut les reconnaître à leur juste valeur et accepter cet héritage pour le faire fructifier et pour le bien de nos enfants. Merci. Alors, je rappelle donc que vous avez écrit ce livre qui s'appelle « Enracinés, nous sommes tous des héritiers ». Voilà, qui est effectivement, j'ai trouvé assez stimulant intellectuellement parce que ça réveille aussi notre esprit critique qui parfois s'est un petit peu endormi. Voilà, quand on est un peu fatigué par les enfants, le soir, même par même sa famille parfois, ou par son travail. Par les différentes crises, voilà. Donc c'est une lecture qui, je trouve, est assez rafraîchissante. Merci d'avoir été avec nous ce soir. J'ai remis le lien vers votre livre sur la messagerie instantanée. Je rappelle que ce webinaire était enregistré, donc dans les prochains jours qui viennent, il sera publié dans la rubrique webinaire du site des éditions Artege. Et tous ceux qui étaient inscrits pourront donc y accéder avec, avec leur adresse mail d'inscription. Voilà, une personne dit « J'adore la blanquette de veau. Merci pour cette conférence et votre optimisme. » Voilà. Donc, la semaine prochaine, comme je le disais au début, nous recevons Monseigneur Patrick Chauvet sur le thème « Silence de Dieu, silence des hommes, épidémie, guerre, catastrophe. Où donc est Dieu ?» Voilà. Et puis, la semaine d'après, le 25 février, nous recevrons le Père Joël Guibert sur le combat spirituel, clé de la paix intérieure. Voilà, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur cette même rubrique webinaire du site des éditions Artege. Je vous mets tout de suite le lien. Et je souhaite du coup à chacun une bonne soirée, un bon repos. Merci. Merci à vous. Merci.